Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Ça fait environ 3 semaines que toi et moi, un peu sur la pointe des pieds, mais qu'on dit le sentir, en tout cas qu'il y avait un penchant vers Donald Trump. Jamais, par contre, je pense qu'on aurait pu imaginer compte tenu des sondages, des informations disponibles, qu'on aurait pu imaginer un raz-de-marée semblable. Là. En fait, c'était ma seule certitude que quelque chose nous échappe, en fait, et que l'un ou l'autre, c'est ce qu'on se disait hier, puisse avoir une victoire au collège électoral qui soit plus significative que ce que nous disaient les sondages. Ce qui est aujourd'hui extraordinaire du point de vue de M. Trump, c'est que ça va être, quand ça sera confirmé, une victoire significative au collège électoral, mais c'est doublé d'une autre légitimité. Il aura une majorité des voix exprimées. C'est la première fois en 3 tentatives au présidentiel. Et ça, évidemment, c'est déterminant pour la suite des choses, pour la capacité qu'il aura à dire qu'il incarne les États-Unis et qu'il a vraiment ce qu'il faut pour être, au cours des 4 prochaines années, avec un programme qui sera, on peut s'en douter, en rupture avec beaucoup de choses qu'on connaît, qu'il est légitime. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce qu'on doit parler d'un effondrement démocrate? Parce que là, je parle pas juste du vote populaire de la présidence du collège électoral, mais le Sénat, la Chambre des représentants. Pour un parti politique, dans l'histoire américaine, là, c'est le mercredi matin de la catastrophe. C'est pas les premiers à qui ça arrive, mais tu perds tout. Tu as perdu les 2 chambres, tu as perdu la Maison-Blanche, tu as tout échappé. Est-ce qu'on parle d'un effondrement? En fait, je serais même tenté de te poser la double question. Est-ce qu'elle a fait mieux? Est-ce que Kamala Harris a fait mieux que Joe Biden ou il serait arrivé à peu près la même affaire avec Biden? On peut évidemment jamais prouver un négatif. On peut pas savoir ce qui se serait passé si M. Biden avait été présent, mais compte tenu de ce que, à chaque fois qu'il sort, on voit et de ce qui nous donne l'impression d'être diminué, je peux pas imaginer... Oui, je ne peux pas imaginer que ça aurait été plus facile avec M. Biden. Je crois que ça aurait été effectivement pire. C'est vrai que c'est pas la fin du monde. Alors, tu disais, c'est un mercredi qui fait mal et qui va faire mal longtemps. Le Sénat, la présidence et la Chambre des représentants, ça va être confirmé là, au cours des prochains jours parce qu'il y a des luttes qui sont plus difficiles. Mais fondamentalement, il y aura une majorité courte ou plus grande à la Chambre des représentants. Ça va être une administration républicaine. M. Biden, en 2020, avait devant lui les mêmes cartes en main. Il était en plein contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants. Sinon qu'il y avait dans la majorité sénatoriale des démocrates, on l'a souvent souligné, un Joe Manchin qui votait souvent avec les républicains. Il n'y a pas de discipline de parti aux États-Unis. Et Christine Sinema aussi, et dans les 2 cas d'ailleurs des sénateurs qui ne sont plus dans les rangs démocrates, mais Christine Sinema de l'Arizona, qui était, disons, des jokers. Donc, plus difficile pour un président démocrate de pouvoir parfaitement compter, à moins qu'il y ait une discipline de parti, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, en 2021, quand il commence à être aux affaires, il a toutes ses cartes dans son jeu et en profitera d'ailleurs pour faire voter le Anti-Inflation Act, par exemple, audacieux. On parle de dépenses qui se calculent en centaines de milliers de milliards. En centaines de milliards, pardon. C'est beaucoup d'argent, et justement parce qu'il y avait la marge de manœuvre politique. La question que tu poses, est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump force les démocrates à se poser des questions? C'est le souhait. Parce qu'il y a 2 grandes questions. Il y a la première qui est en amont des élections et qui ne se pose pas pendant des mois par un parti qui refuse, mais vraiment, de constater qu'ils se dirigent vers la catastrophe parce que leur candidat est carencé. Il y a des difficultés avec M. Biden. Et, je dirais, à côté de ça, il y a une responsabilité collective de la presse. J'aime parler d'un infocide. On a tué l'information. Il était impossible ou à peu près impossible de soulever cet enjeu. C'était de la fake news. Là, tu parles de la santé de Trump, des capacités, des facultés, pas de Trump, mais de Biden. C'était tabou que de soulever des questions sur les capacités de Biden.
Et c'est là que je dis, il y a un infocide, c'est-à-dire que collectivement, la presse a accepté la dope qui était fournie par l'équipe de M. Biden qui répétait en boucle tout va bien. Quand vous voyez des images, elles sont utilisées à mauvais escient. Ce sont des images menteuses. C'est pas tout à fait des fake news, mais on est dans quelque chose qui ressemble à du maquillage. Il y a vraiment une volonté de détruire le président qui va par ailleurs très bien. La plupart des citoyens américains, je pense, se doutaient de quelque chose et ça joue peut-être dans le résultat l'impression de s'être fait mentir. Mme Harris, jamais, à aucun moment, a admis qu'elle avait senti quelque chose. Alors, je comprends que la marge de manœuvre politique pour dire, je m'en suis rendu compte il y a 6 mois, n'était pas très grande, mais elle en paye le prix. Donc, il y a un premier problème qui est ce parti qui a, est-ce que c'est l'arrogance, mais qui, en tout cas, certainement pas les instincts politiques pour évaluer la situation et qui s'entête. Derrière ça, un parti qui couronne Mme Harris très rapidement, sans aucune forme de processus pour la tester, pour voir si elle a ce qu'il faut pour aller en campagne, et une candidate qui soulève l'enthousiasme parce qu'elle est l'alternative à Biden pendant quelques semaines. Tout le monde respire mieux, fait « Wow! » Mais qui, sur la distance, va faire une campagne honorable, sans plus, en face d'un candidat atypique. Et je pense que ça prenait plus d'inspiration pour bloquer M. Trump. Stéphane, hier, j'ai tellement zappé, je ne sais plus à quel poste j'ai vu les choses. Je m'en confesse, mais il y avait un reporter qui était à Tempe, un coin que tu connais fort bien, à l'Université d'Arizona, à Tempe, là, et questionnait des jeunes qui votaient en majorité démocrate, il n'y a pas de surprise, mais quand même plusieurs qui votaient Trump, et avec un argumentaire, mais d'une simplicité désarmante. Des nouveaux voteurs, des électeurs de 20 ans, ils les connaissaient pas les deux. Ils ont écouté Trump en balado, parce qu'ils regardent plus les médias, ils écoutent des balados. Ils ont écouté Trump en balado, à Joe Rogan notamment, et ils l'ont aimé, je veux dire, ils ont trouvé intéressant ce qu'il avait dit, puis ils ont l'impression que c'est le seul qu'ils connaissent, là. Et c'est parce que je te pose cette question-là, parce que tu as beaucoup insisté, toi, sur Kamala Harris va pas en entrevue, va pas se mettre à risque, va pas parler aux gens, elle n'a pas fait de balado. Mais c'est ça, là, est-ce que c'est au point où des fois on perd ça de vue parce que nous on est trop politisés, mais auprès de certains jeunes, là, c'est comme s'il y en a juste un dont on a vraiment entendu parler, il y en a juste un qui est venu se présenter à nous. Alors, je te réponds oui et oui, parce que c'est ma théorie, puis je dis pas que c'est brillant, mais depuis quelques semaines, quelques mois, c'est mon impression qu'elle a un choix stratégique de la part de M. Trump et de sa campagne, sinon de M. Trump tout seul, c'est de dire le parler vrai, c'est payant. De dire ce que je pense, de répondre à toutes les questions, de prendre des risques, de m'exposer. En fait, l'anti-langue de bois, y compris au risque d'avoir l'air weird, mais c'est le pari de l'authenticité, son espèce de weave. Tu sais, quand tu commences à répondre, puis il passe par la gauche, la droite, il monte, il descend, tu te dis où est-ce qu'il va, mais c'est touffu, mais c'est lui. C'est pas un discours qui est corseté, qui est gainé. Et je crois que ça a eu un impact. Et comme je disais qu'en 2016, M. Trump a gagné grâce à son usage intelligent des réseaux sociaux, je pense que le facteur, quand on fera l'histoire de la campagne de 2024, c'est que ça a été la campagne du podcast. Il a court-circuité les réseaux habituels. Il a parlé aux grands médias, il a parlé avec Fox, il a parlé aux médias quand il le fallait. Il a surtout fait une chose que Mme Harris n'a jamais faite. Il a fait des points de presse. Il s'est exposé. Et de la même manière qu'il répond à ceux qui l'interviewent dans des podcasts, il a pris toutes les questions, il a fait les réponses. Alors, pour certains, farfelus, mais c'était du Trump. Tu lui demandais, et par exemple avec Rogan, qu'est-ce que tu vas faire sur le dossier Kennedy, les documents encore classifiés? Qu'est-ce que tu dis au sujet des objets volés non identifiés? Qu'est-ce que t'ont dit tes généraux là-dessus? Il accepte de répondre à tout. À tout. Alors évidemment, si tu es un primo-électeur, tu es quelqu'un qui arrive dans l'arène, tu n'as jamais vraiment eu d'intérêt politique, puis tu as quelqu'un qui te capte parce qu'il est game de répondre à tout, d'avoir une conversation normale, ça ne peut qu'être sympathique. Et je crois qu'ils ont tablé là-dessus. Ça a fonctionné auprès des jeunes. On se l'est dit. Si jamais le pari de s'adresser à des électeurs qui traditionnellement ne sont pas mobilisés ou difficilement mobilisables, particulièrement les hommes et les jeunes hommes, ceux qui écoutaient ces podcasts, qui écoutent Lex Friedman, qui écoutent Joe Rogan et tous les autres,
Si ce pari n'est pas récompensé, on va dire c'était un cave infini, il a perdu son temps. Or, ce qu'on constate, c'est que ça a marché. Il n'a pas perdu son temps. Et qu'il a amené de nouveaux électeurs, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là avant, qui ont voté hier. Ouais. Là, on va accélérer. Parce que je profite de ta présence et de ta compétence pour aller chercher des réponses. Nos auditeurs, ça a écrit un matin sur notre site. Il y a des gens qui se demandent la justice, là, tous ces procès, la condamnation qui s'en vient, la sentence qui s'en vient dans quelques semaines. Est-ce qu'il est maintenant en position pour se pardonner tout? Effacer tout le tableau? Certainement pas la sentence qu'il guette à New York, parce qu'il n'y a pas compétence pour le faire. De toute façon, parce que c'est pas fédéral. C'est pas fédéral, puis il ne serait pas investi, il ne serait qu'un président élu. Mais même s'il était investi, même s'il était président avec tous ses pouvoirs, il ne pourrait pas se pardonner dans cette affaire-là. C'est de juridiction d'État et il n'y a aucune chance. Est-ce qu'il pourrait être condamné à une amende, à de la prison en étant à la Maison-Blanche? Alors, d'abord, rappelons-nous, 26 novembre, c'est la date théorique où il se présente devant le juge Merchan à New York pour savoir à quoi il sera condamné. Tous les comparables nous font penser que la prison est improbable parce qu'il n'y a pas de dossier criminel encore. Donc, il y aurait une peine, ça pourrait être une peine suspendue, ça pourrait être des travaux communautaires, enfin, ça dépend de ce que le juge estime. Et qu'il pourrait être obligé de faire le jardinage à la Maison-Blanche lui-même. Là. Exactement. Travaux communautaires. Ou aller s'occuper des enfants dans un jardin d'enfance, dans une garderie, quelque chose comme ça. Ou le juge peut estimer, comme il l'a fait pendant la campagne, parce que rappelons-nous que la sentence devait être prononcée en septembre, dire, dans les circonstances, les intérêts supérieurs de la nation font que je vais reporter à nouveau, ça se pourrait très bien, de 4 ans. Une date possiblement. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais ça ne serait pas la première fois qu'on suspend quelque chose dans le processus judiciaire auquel est lié M. Mais pour les causes qui ont un lien fédéral, là, il va avoir le pouvoir, à partir du 20 janvier prochain, assermenté, là, il va avoir le pouvoir de se pardonner. Oui, à lui-même. Il pourrait faire en sorte que, en fait, il ne peut pas se pardonner puisqu'il n'est pas encore condamné. Non. Mais il pourrait simplement demander à ce que les procédures soient abandonnées et instruire, donc, demander au département de la justice de faire là-dessus, on arrête. Et de toute manière, je te dirais que le département de la justice, dans ces circonstances-là, oublions les considérations propres à M. Trump, suspendrait probablement pendant la période où il est président. Il y a toujours eu, alors c'est pas une immunité présidentielle, parce que ce concept-là s'est développé récemment à la faveur d'un jugement de la Cour suprême, mais le département de la justice a toujours dit que quand le président est en exercice, il doit être protégé. Fait que ce qu'on pourrait imaginer s'il ne faisait rien, c'est que de toute façon, le département de la justice suspendrait toutes ces démarches pour 4 ans. Et là, il va avoir 115 ans, là, M. Trump. Oui, c'est ça. Dernière question. Laquelle des versions de Donald Trump t'imagines pendant les 4 prochaines années? J'en vois 2, là. Hyper actif, vindicatif. Certains vont dire fou, là, qui va poser des gestes à l'international. Parce qu'il y a un côté de moi où je me demande, oui, les premiers mois, là, il va être un peu hyperactif, il va se venger quelques affaires, mais je sais pas, moi j'ai un côté de moi qui imagine que ces 3 années suivantes, il sera pas si hyperactif que ça. Il va jouer au golf 3-4 fois par semaine. Il va surveiller ça de loin. Il va travailler, mettons, 15 à 20 heures par semaine. Il va prendre, évidemment, il est le président, il a des pouvoirs énormes, il peut dire oui ou non au téléphone à quelqu'un, puis il vient de prendre une décision d'importance, mais qui en fera peut-être pas tant que ça, que les gens surestiment peut-être la quantité de gestes ou de décisions qu'il pourrait prendre, qu'à un certain point, il va être président, il va être fier de ça, il va se vanter ad nauseam dans tous ses soupers entre amis, puis il va jouer au golf en masse, mais qui en fera peut-être pas tant que ça à la Maison-Blanche. Donc, pour ceux qui l'haïssent, il fera peut-être pas tant de dommages que ça, là, t'sais. Et du reste, pour ceux qui l'haïssent, quoi qu'il fasse, ça va être détestable. Et avec une figure aussi polarisante que Trump, on se trompe pas en annonçant ça. Alors, je suis pas tout à fait de ton avis. Je pense qu'il va continuer à jouer au golf, puis à inviter ses amis, puis raconter ses histoires. Mais je crois que maintenant, il est convaincu de son rôle messianique, je sais pas comment l'appeler. Il n'y a pas d'ironie. Non, mais il est convaincu de ce que c'est un moment important de l'histoire
ou quand il disait il faut assécher sauver, le marécage. Ouais, il est convaincu que c'est une présidence de rupture, que ça passe ou ça casse, que des choses doivent changer. Et je te dirais que le premier indicateur de ça, quant à moi, c'est ce qu'il va faire pour dégraisser l'État, la réduction de la taille de l'État. Est-ce que M. Musk va jouer ou non un rôle, puisqu'il lui a promis? Mais chose certaine, dans son premier mandat, il ne l'a pas fait. Non seulement il ne l'a pas fait, mais il a dépensé comme rarement les républicains le font. Évidemment, il y a eu la COVID, mais c'était un républicain très atypique, pas une grande discipline fiscale. Mais s'il s'attaquait à ça, s'il décidait vraiment de s'attaquer aux mécaniques de l'État, ben, tu aurais probablement la réponse à ta question. C'est quelqu'un qui va profiter de ce qu'il est au pouvoir pour changer des choses. Puis par ailleurs, c'est pas une fenêtre très longue. Ça dure pas 4 ans. Quand tu veux changer quelque chose, on parle souvent des 100 jours. Alors, je sais pas si c'est les 100 prochains jours. Au moins, la première année, il faut que tu enclenches. Il faut que tu enclenches les engrenages. Je comprends. Et je crois qu'il va vouloir le faire. Puis je termine là-dessus. Il est prêt cette fois-ci. En 2016, c'était un novice total, qui a demandé de l'aide et s'est associé à des gens qu'il ne connaissait pas. Alors, évidemment, c'est pas une excuse, mais c'est la vérité. Il ne connaissait rien au monde politique et ça a apparu. Aujourd'hui, il est prêt et il va commencer à travailler. Pas le 20 janvier, ça va se faire au cours des prochains jours. Et si ce n'est pas lui, c'est son équipe. Puis si ce n'est pas son équipe, c'est une personne, J.D. Vance. Ça ne sera pas un vice-président effacé. C'est le pari que je fais. Hey, j'ai l'impression qu'on va s'en reparler de Donald Trump au cours des prochaines Écoute, semaines. ça fait 30 heures que j'ai pas dormi. Ça fait, j'ai l'impression, 13 mois que je suis enceinte de cette élection-là. Et je me disais hier soir, hey, ça serait peut-être le fun que ça soit comme Kamala. On va retourner dormir. Non. Mais... Non. Mais elle va dormir, si tu peux. Salut. À bientôt. Non.